Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel agro-webinaire du mardi. Nous allons aujourd'hui parler de la place de l'arbre en élevage et toujours dans un contexte de changement climatique. Vous comprendrez qu'on est sur la thématique du changement climatique. Avant de donner la parole à Hélène, qui est l'animatrice de la séance, je veux, en attendant que vous arriviez, vous rappeler que vous avez deux boutons pour interagir avec les intervenants et l'animatrice. C'est d'une part le bouton discussion qui là sert essentiellement à donner des informations. Alors de notre côté ou de votre côté, n'hésitez pas à donner quelques informations si vous avez envie de le faire. Et puis me faire part d'éventuels soucis techniques si c'est le cas. Et en revanche, le deuxième bouton qui est essentiellement pour poser des questions, le bouton s'appelle Q et R. Et donc là, tout au long des interventions, puisque les interventions vont être à la suite, n'hésitez pas à poser vos questions au fil des interventions. Je vais laisser la parole à Hélène qui va présenter ce webinaire et puis les intervenants. Bon webinaire à tous. Merci Philippe, bonjour à tous. Donc, lors de la précédente saison de nos webinaires du mardi, donc, on avait abordé notamment la thématique agroécologie. Nous avions déjà eu l'occasion de collaborer avec le réseau mixte technologique agroforesterie pour vous proposer un webinaire autour de ce qu'est l'agroforesterie et sa mise en œuvre. Et lors des échanges qui avaient eu lieu à l'occasion de ce webinaire, les atouts des systèmes agroforestiers en termes d'adaptation au changement climatique avaient été pointés. Et du coup, il nous est paru opportun d'approfondir ce sujet lors d'un webinaire dans le cadre de ce cycle de séminaires autour du changement climatique. Et c'est donc ce que nous vous proposons aujourd'hui avec un focus particulier sur l'élevage. Alors, nos intervenants du jour sont Pauline Herbemont, qui est directrice d'exploitation au lycée agricole d'Aurillac, Camille Béral, qui est chargée de recherche à la SCOP Agrouf, et Jean-Charles Visset, qui est co-référent Réunir Agroforesterie en Pays de la Loire à la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Donc, je remercie nos trois intervenants d'avoir accepté de partager avec nous leurs travaux aujourd'hui. Alors, avant de laisser la place justement aux présentations, je tenais à remercier donc le réseau mixte technologique agroforesterie et ses animateurs Delphine et Olivier qui sont aussi connectés avec nous aujourd'hui pour leur implication et leur aide dans l'organisation de ce séminaire. Et sur ce, je vais sans plus attendre laisser la parole à Madame Herbemont. Et pour ma part, donc, je vous retrouve dans la deuxième partie du séminaire pour relayer vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur la partie QR tout au long des interventions, que je puisse ensuite avoir le temps de les relayer, de les trier. Pauline, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci de me permettre d'intervenir. Donc, je suis directrice de l'exploitation agricole au lycée agricole d'Aurillac dans le Cantal. Et donc, nous, on essaie de faire discuter la prairie et la forêt pour avoir un climat plus supportable. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc juste un petit point pour vous présenter l'établissement. Donc là, il y a beaucoup de choses. Juste, il y a une exploitation agricole, c'est plutôt la partie haute du schéma, une laiterie, un labo viande. Tout ça, ce sont des outils, des supports technologiques et d'apprentissage, mais aussi qui vendent des produits à l'extérieur. Et bien sûr, au service d'un lycée, d'un centre de formation d'apprentis et d'un centre de formation tout au long de la vie pour des stagiaires. Et donc, on est bien en relation avec le territoire, la profession, les institutions, les marchés. Voilà, on est vraiment un lieu de vie où on peut aussi faire des expérimentations et on a vocation à expérimenter des choses, et notamment en agroforesterie. Donc, pour commencer, on a fait des diagnostics. En fait, en 2013, le conseil régional a fait des diagnostics totaux sur toutes les exploitations agricoles de la région Auvergne parce que, clairement, les exploitations n'étaient pas rentables. Et en fait, dans ces diagnostics, il y a eu une partie environnement et notamment sur les haies. Donc, la photo qu'on voit, le schéma, pardon, qu'on voit à droite avec ces traits de couleur verte, c'est le dessin des haies qu'on a sur l'exploitation. Donc, finalement, on a 17,5 km de haies déjà présentes sur nos 175 hectares de la ferme, des haies qui ne servent pas aujourd'hui, à part l'ombre, voilà, le maintien du sol, etc., les trucs de base, mais c'est vrai qu'on ne s'en sert pas, on ne les exploite pas, alors qu'on voit très bien qu'il y a 40 ans, elles étaient exploitées en trogne pour faire des rames pour les animaux, quoi, pour être mangées, mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui sur le site. Donc, les haies qu'on a aujourd'hui, donc on a
assez peu d'espèces, hein, on a 15 essences à peu près, donc du frêne bien sûr, du chêne pédonculé, de l'érable sycomore, du hêtre, du tilleul, voilà, que des choses locales évidemment, et on a assez peu d'espèces finalement. Voilà, donc on a voilà, à peu près, ça représente 91 mètres linéaires à l'hectare. Voilà. Donc ça, c'était le premier diagnostic vraiment d'observation. Et puis en 2015, là, c'était plus volontaire, on va dire. On a fait un diagnostic grâce à l'intervention de la mission Haies Auvergne, qui a travaillé vraiment sur la fonctionnalité des haies. Elles sont là, à quoi elles servent, comment les entretenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, et qui nous a fait des propositions, toute une liste de propositions d'aménagement avec une parcelle, un objectif pour produire de la plaquette, pour augmenter la durée de pâturage, pour faire de l'ombre, voilà, et puis comment il fallait entretenir les plantations. Donc, on a commencé à travailler dès lors sur l'agroforesterie. Diapo suivante. Donc, par exemple, il y en a une haie spécifique qui n'était pas entretenue depuis des temps immémoriaux. Et du coup, ça a été une haie pilote pour la formation certificat de spécialité en élagage. Et donc, ils ont appris à cuber, à analyser les travaux qu'ils devaient réaliser, à s'entraîner en situation réelle, à mettre en place les mesures de sécurité, et puis à faire le suivi d'une année sur l'autre de comment ça évolue. Et voilà. Et donc, ils utilisent les haies anciennes finalement en les remettant au goût du jour pour avancer sur ce sujet. Et puis, diapo suivante, on est passé à des grandes plantations. Alors, on dit grandes plantations parce que ça mobilise quasiment tout l'établissement autour de la plantation d'arbres qu'on fait première semaine de décembre à chaque fois. Donc là, on va avoir 3 diapos, une sur le plan technique, une sur le plan pédagogique et une sur le plan financier. Donc au point de vue technique, donc c'est une année, un objectif, ou la conservation du sol, ou l'échange de l'eau en profondeur, ou le bien-être au pâturage, ou les fourrages complémentaires. Donc là, je vous ai mis des photos en exemple. Donc sur la photo de droite, on a avant, après, au niveau des parcelles qui sont autour des bâtiments. Donc on voit avant, il y avait en gros 4 grandes parcelles. Donc c'est du terrain plein sud qui est très argileux. Les vaches y vont beaucoup puisque c'est à côté des bâtiments. Et pourtant, il y a très peu d'herbe. Dès mi-juillet, c'est jaune, c'est tout sec. Et il n'y a pas d'arbres à cet endroit-là. Donc, le projet après design agricole, vous voyez que c'est découpé en pâturage tournant, avec des chemins pour aller partout. Et en fait, on a mis des arbres partout, entre toutes les parcelles. Donc ça, c'est un design qui nous a été fait par un professionnel pour vraiment adapter à la structure du terrain. Et puis, on a fait aussi d'autres plantations. Par exemple, la dernière, c'était sur une très grande parcelle. Enfin, pour nous, très grand, c'est 5,6 hectares. Hein. Un endroit où on peut faire des cultures, mais on voulait quand même mettre des arbres puisque pour accueillir la faune, la flore, etc., enfin plutôt la faune, pardon, pour lutter contre les rats-aux-pieds. Voilà, donc à chaque fois, on a un objectif différent. La suite, s'il vous plaît. Voilà, donc au niveau pédagogique, comment ça se passe? En fait, on a sur le centre de formation d'apprentis un BTS gestion forestière. Ils ont un module particulier sur l'agroforesterie en élevage. Et donc, moi, je leur pose une commande en disant « J'ai besoin, sur cette parcelle-là, de faire de l'ombre à mes vaches ». Donc, c'est eux qui proposent les espèces, comment on les plante, l'entretien, à quelle date, etc. C'est leur sujet de l'année. Et ensuite, ils ont des projets d'initiative et de communication dans lesquels ils encadrent en fait les élèves d'autres filières pour leur expliquer c'est quoi un arbre, à quoi ça sert, quel est le lien avec l'élevage, etc. Et puis, ceux qui écoutent ces conseils, ce sont notamment les bacs pro agricoles, première année, qui sont en stage collectif développement durable. Et donc, ils font une semaine avec plein d'activités et de découvertes autour de l'arbre. Et puis, suivant les années, il y a toutes les autres classes qui peuvent participer, soit pour venir donner la main à la pâte et planter, soit pour assister aux démonstrations, aux interventions. Voilà. Et tout ça, c'est organisé grâce à une commission agroforesterie mixte où il y a des étudiants, les enseignants et formateurs de tous les centres, le personnel d'exploitation et la direction. Voilà. Et puis, on se réunit 4 à 5 fois par an. Alors, tout ça, ça demande des sous, bien sûr. Alors, comment ça se finance?
Eh bien, nous, on a eu la chance d'être lauréat d'un CASDAR Transition agroécologique qui nous a permis de payer le design et une partie des plans. Et puis, dans la région, on a le pacte Cantal aussi, où la région Auvergne-Rhône-Alpes finance des clôtures et des chemins. Et puis, on a un gros projet, une convention avec l'agence de l'eau Loire-Garonne, qui, elle, nous suit depuis 4 ans sur notre projet d'exploitation. Et donc, eux, ils financent beaucoup de choses aussi à ce niveau-là. Alors, pour avoir une idée, hein, le coût de la plantation, donc on ne fait pas le trou nous-mêmes, on prend quelqu'un à l'extérieur qui nous fait le trou avec un outil, hein, donc c'est 1 euro le trou. Les arbres, c'est vraiment pas cher puisqu'on les prend, ils font 30 cm de haut, de 1 euro à 1,40 €, sauf pour les espèces un peu particulières, le mûrier ou le polonia, on est à 5 ou 6 euros. Les protections, mais deux bambous et un filet, 1,3 €. Et puis, on met de la plaquette au pied pour la protection, environ 1 euro. Voilà, donc à 4 euros, on peut avoir un arbre planté et protégé. Évidemment, la main-d'œuvre qui le plante est gratuite puisque c'est les élèves. Voilà, mais ce n'est pas forcément si cher qu'on pourrait croire. Diapo suivante. Merci. Alors, je fais un petit zoom quand même sur ce qui est original, c'est les arbres fourragers. Donc, pourquoi on a planté des arbres fourragers? Pour agir face au changement climatique, pour compenser le manque d'herbe en été par les feuilles d'arbres, et pour mieux valoriser les prairies naturelles aussi, en redessinant du pâturage tournant, et pour étudier cet impact sur la santé des vaches, sur le lait, sur le fromage. Donc, pour faire ça, on s'est formé déjà avec Monsieur Jérôme Gouste, qui est spécialiste de la question. On a donné à manger aux vaches, on a fait un goûter avec les feuilles des arbres locaux. On a vu que ça, voilà, elles le mangent bien, effectivement. Donc, on a planté quasiment 500 arbres. Les arbres sont à 1 mètre de distance chacun, donc ils ne vont pas se développer jusqu'à grand. Hein. On les laissera pousser que jusqu'à 1,50 m de haut, et puis c'est tout. Avec une clôture amovible qu'on peut enlever ou remettre en fonction des besoins. Et puis, on a mis une vingtaine d'espèces locales, toutes qui se mangent, bien sûr, plus le mûrier blanc et le polonia, voilà, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont très bons à manger pour les vaches. Et puis, on a un tableau de suivi d'expérimentation qui a été fait par des étudiants. Voilà, donc quelques effets pour terminer remarqués, directs ou indirects. C'est que vrai que quand on a commencé à parler de ce sujet en 2015, on nous prenait pour des Zoulous, hein, clairement. Et puis maintenant, vraiment, le discours a changé sur les plaquettes comme litière, sur les arbres comme fourrage. Ça devient évident pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a plusieurs éleveurs qui ont créé des CUMA, des entrepreneurs privés aussi qui ont développé ces activités. Il y a vraiment une grosse activité économique autour de ce sujet-là. Et puis, les plantations sont vraiment en plein essor dans le Cantal, bon, grâce aux aides aussi, hein, régionales notamment. Et puis, voilà, une petite anecdote pour finir. Donc, on avait une conférence sur le paysage et le fait que voilà, les paysages étaient ouverts, parlait de différences entre paysages ouverts, paysages fermés, etc. Et puis, il y a une personne dans le public qui s'insurgeait du fait qu'on abattait plein d'arbres et que vraiment l'agriculture, c'était mauvais pour les arbres, etc. Bon, quelqu'un de très sensible aux arbres, visiblement. Et puis, il y a un élève, voilà, agricole de BTS qui n'était pas forcément très porté sur les arbres, qui a défendu le projet en disant mais si, mais les agriculteurs ils plantent des arbres aujourd'hui, c'est très utile, et vous allez en voir partout, on peut pas laisser dire ça. Et vraiment, on était très fiers de voir que les élèves ont bien compris que l'arbre c'est important en agriculture. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Pauline. Alors, malheureusement, Pauline ne pourra pas rester avec nous pour la partie questions-réponses. Par contre, n'hésitez quand même pas à poser des questions dans la partie QR et on pourrait éventuellement les relayer à Pauline après. D'ailleurs, je crois qu'elle s'est déjà... Ah, ça, on est encore là. Pauline, je vais juste, avant de vous quitter, vous remercier, relayer voilà, avec un message. Bravo pour cette belle initiative. Donc, merci à vous. Donc, n'hésitez pas, je me permettrai de vous relayer les questions éventuellement a posteriori. Merci. Du coup, je vais sans plus tarder passer la parole à Camille, qui va prendre la suite pour la deuxième intervention. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Camille Béral, chargée de recherche à la SCOP Agrouf, et je vais vous parler d'agroforesterie en système d'élevage, mais plutôt sur les aspects recherche. Donc ça va être difficile d'être exhaustive en 10 minutes, mais je vais essayer d'offrir une vue assez synthétique de la chose. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'agroforesterie et d'élevage, notamment face à l'enjeu d'adaptation de ces systèmes au changement climatique, parce que le fait est qu'aujourd'hui, effectivement, on a des augmentations de température
qui peuvent provoquer pas mal de stress, que ce soit sur les animaux ou sur les ressources alimentaires fourragères ou céréalières. Et tout ça n'est pas sans répercussion à la fois donc, sur du coup, les performances des animaux, leur bien-être, leur capacité les reproductions aussi. Et d'un autre côté, on peut se poser ici la question de la sécurité alimentaire de ces systèmes d'élevage. Et donc là, il y a quelques graphiques qui illustrent ça. On peut voir donc en 2019, c'est un graphique transmis par l'Institut de l'élevage notamment, où en pleine canicule, et du coup, la production laitière d'une vache chute. Et là, donc c'était, je ne sais pas si on voit ma souris, mais un indicateur, donc le THI, Temperature Humidity Index, projeté au fil des ans, en bas à gauche de l'écran. Et on peut voir que d'après les scénarios du changement climatique, en tout cas le scénario un peu catastrophique, les périodes de stress sont de plus en plus importantes pour les animaux. Donc tout ça fait que les systèmes d'élevage sont face à la nécessité de s'adapter à ça, et l'agroforesterie est étudiée de plus en plus comme une solution potentielle pour s'adapter à ces changements climatiques, à ces stress hydriques et thermiques notamment. Et du coup, l'agroforesterie, en introduisant des arbres dans les parcelles ou autour des parcelles, on peut se dire que les arbres vont contribuer à modifier le microclimat, potentiellement réduire la sensibilité à ces stress. Et d'un autre côté, les arbres font aussi de l'ombre, ont aussi des racines qui vont prélever de l'eau et des nutriments. Donc, il y a quand même pas mal de questions qui se posent pour à la fois les interactions entre les arbres, les cultures et les animaux, et du coup, quel levier de conception et de gestion on peut imaginer pour optimiser au mieux ces systèmes-là. Donc, à travers la présentation qui arrive, je vais vous parler de plusieurs projets de recherche qui ont pu aborder de plus ou moins un certain nombre de questions, disons. Notamment, dans le cadre de l'élevage de ruminants, il y a eu le projet Parasol qui s'est posé la question des interactions arbres-herbes et ruminants. Notamment, du coup, quel est le microclimat créé par les arbres, l'impact sur la production fourragère herbacée, le bien-être des animaux, leur comportement alimentaire et l'utilisation de l'arbre comme ressource fourragère. Arbel aussi, qui est un casse-d'art porté par l'Institut de l'élevage, qui a pu travailler aussi sur certaines de ces questions, sur 2015 à 2018. Il y a eu quelques projets par le passé sur les aspects élevage de volailles, donc j'en ai cité quelques-uns. Le casse-d'art parcours volaille, où on a pu étudier d'un point de vue technique aussi comment aménager les parcours de volaille, avec pas mal de sorties techniques en termes de guides pour aménager ces parcours-là. Et le casse-d'art bouquet qui s'est terminé récemment, où c'était plus porté sur l'évaluation des services écosystémiques liés aux arbres. Et enfin, sur l'élevage porcin, bon, ce n'est pas exhaustif, hein, mais à Agrouf, on coordonne le projet agroforesterie aussi qui s'intéresse au parcours arboré en élevage porcin, mais j'y reviendrai un peu. Voilà, pour vous montrer quelques résultats, parce que c'est vrai que l'arbre est souvent ciblé. Des enquêtes dans le cadre du casse-d'art Arbel ont montré aussi que les éleveurs ciblaient vraiment bien cet intérêt. Donc, pour le bien-être des animaux. Donc, nous, sur un réseau de sites expérimentaux qui étaient principalement sur des prairies naturelles permanentes implantées avec des arbres destinés des arbres forestiers destinés à faire du bois d'œuvre à des densités autour de 100 arbres hectares. On a mesuré ce microclimat en continu toute l'année. Et en gros, ce qu'on a pu voir, notamment en période de canicule, c'était un effet tampon des arbres qui arrivait à tamponner les températures de l'ordre de 3 à 6 degrés en fonction des situations et de l'ampleur de la canicule, disons. Et lorsqu'on convertissait ça par rapport aux températures Humidity Index, qui est donc un indicateur de stress thermique et donc de bien-être des animaux, on pouvait faire la différence entre des situations sous l'arbre où on était sur des stress très légers à des situations de stress modéré, voire parfois dans certaines parcelles élevées, en dehors de l'influence des arbres. Et en parallèle, du coup, l'INRA-2T, dans le cadre du projet Parasol, avait aussi fait des suivis de comportement des brebis et montré qu'effectivement, elles recherchaient activement à la proximité de l'arbre dans les périodes les plus chaudes pour des activités principalement de repos et de rumination. C'est tout des suivis qu'il faut continuer. Par ailleurs, nous nous étions aussi intéressés à la production fourragère herbacée dans ces systèmes agroforestiers en comparant avec des prairies naturelles permanentes témoins. Donc, on n'est que sur des prairies naturelles permanentes. Et on avait pu voir que, du coup, entre une prairie agroforestière et non agroforestière, il n'y avait pas forcément de grands changements de cortège prairiaux, si ce n'est qu'on avait moins de légumineuses à proximité des arbres et que le rendement, par ailleurs sur les rendements prairiaux, effectivement, il y avait une petite chute il y avait une chute de rendement à proximité des arbres, mais lorsque l'on regardait
la parcelle en entier, on était sur des rendements globaux équivalents entre témoins et agroforesterie. Ce qu'on avait pu voir aussi en comparant des prairies qui étaient arborées à 60 arbres hectares versus 100 arbres hectares versus une prairie témoin, c'est qu'on avait un décalage phénologique de ces prairies, donc un retard dans le développement des herbacées, disons, qu'à 60 arbres hectares, on avait une légère chute de rendement, mais qui était beaucoup moins importante qu'au-delà de 100 arbres hectares, et que, en tout cas, la prairie la plus arborée devenait intéressante beaucoup plus tardivement en saison, notamment au mois d'août, où elle avait des niveaux de production qui pouvaient être comparables à des niveaux de production des autres prairies un peu plus tôt en saison, et pour des valeurs alimentaires d'herbes qui étaient plus intéressantes. Donc, voilà, donc j'ai mis à chaque fois dans la diapo, j'ai essayé de mettre quelques publications si vous voulez des résultats plus détaillés. En tout cas, ce qu'on a pu identifier, c'est qu'une des manières évidemment de gérer ces phénomènes de compétition versus facilitation, on va dire, c'était de jouer sur la densité. Donc, on voyait qu'au-delà de 100 arbres hectares, on pouvait avoir quand même des chutes de rendement importantes, ou de jouer sur la taille du houppier. On a pu voir sur une parcelle, notamment à 100 arbres hectares, sur laquelle on a tétardisé les arbres, que du coup, le rendement prairial pouvait remonter après tétardisation. En parallèle, l'INRA de Lusignan avait beaucoup travaillé aussi dans le cadre des cases d'art Arbel et du projet Parasol sur l'intérêt de l'arbre comme ressource fourragère en analysant 52 espèces de ligneux, en analysant les feuilles. Et on avait pu voir notamment une grande diversité de valeurs alimentaires en fonction des essences, avec quelques essences qui étaient très intéressantes. On en voit plusieurs, là, le frêne, le mûrier, qui sont évidemment très, très intéressantes, mais aussi le figuier, le saule, l'aulne, qui sont aussi des arbres qui étaient intéressants. En parallèle, à l'INRAT, ils avaient aussi mesurer du coup l'impact de cette ressource fourragère arborée, donc le mûrier et le frêne en l'occurrence, en les mettant à l'auge de béliers pour voir l'impact sur leur performance. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est que les quantités à gérer de ce type d'aliments étaient majorées de 45% par rapport au foin, avec des niveaux de matière organique digestible très élevés. Et donc, ils ont déduisé qu'effectivement, c'était une ressource qui pouvait être utilisée pour des animaux pour les animaux les plus productifs, tout simplement. Ça va passer là, oui. Du coup, sur cette thématique qui est on va dire, de l'autonomie fourragère des élevages avec l'utilisation de l'arbre comme ressource alimentaire, il y a encore pas mal de choses à faire en termes de recherche. Notamment, on a pu voir qu'il y a des essences qui sont intéressantes, mais on n'a pas beaucoup de références en intégrant aussi les rameaux de ces arbres, en mesurant aussi la productivité des aménagements, en faisant des scénarios d'intégration dans l'aération, etc. Et donc là, récemment, il y a un projet RAM qu'Agroof coordonne en partenariat avec tout ce dont vous voyez les logos ici, qui va s'intéresser du coup exclusivement à l'agroforesterie à vocation fourragère. L'idée dans ce projet, ça va être de caractériser les pratiques des éleveurs qui le font déjà, d'évaluer la productivité d'un certain nombre de types d'aménagements à vocation fourragère, d'aller un peu plus loin sur la valeur alimentaire, l'impact sur la performance zootechnique des animaux, et d'avoir du coup différents types de scénarios d'intégration dans les rations. Et c'est un projet qui réunit pas mal de sites aujourd'hui qui travaillent beaucoup sur la thématique, notamment l'IDEL et le Cap Pradel, donc à Aubenas, à côté d'Aubenas, qui ont des chèvres laitières qui pâturent donc du coup des mûriers. Il y a aussi la plateforme AgroSil qui est dans ce projet avec la Chambre d'agriculture de l'Ariège qui fait pâturer des bovins viande dans aussi des tables de mûrier, on va dire. Il y a l'INRA de Lusignan avec leur projet Oasis et l'INRA de Thé également, donc du coup avec leur dispositif agroforestier et leur élevage. Je vais essayer de faire vite, mais sur la volaille, donc je vous ai présenté très très rapidement, je vous ai parlé des projets Cases d'Art Parcours et Bouquet. Je n'ai pas beaucoup de résultats à présenter. Il y a aussi là une envie de continuer sur la thématique du parcours et de l'effet sur le bien-être des volailles. Donc, il y a des projets qui ont été déposés dans ce sens-là avec l'ITAVI, en partenariat avec Agroof et des chambres d'agriculture. Donc, à suivre. Et par ailleurs, sur les parcours de porc, donc je vous ai parlé d'agroforesterie. En fait, dans le projet agroforesterie, on s'intéresse aussi au potentiel fourrager des arbres, notamment via les fruits et leur intégration potentielle dans la ration. Donc, c'est un projet qui est en cours. Donc, il y a pas mal d'essences qui sont testées. L'idée, ça va être aussi de travailler sur la sélection des arbres pour sélectionner ceux qui sont à meilleur potentiel, avec aussi une grosse question technique sur comment implanter ça dans les parcours et surtout protéger les arbres des porcs. Je voulais aussi parler de la ferme expérimentale des Trignotières, qui a mis en place des essais d'agroforesterie
avec un parcours ombragé avec 9 arbres par hectare versus un parcours sans arbres pour pouvoir comparer, j'imagine, dans le temps ce qui s'y fait. Voilà, à la Chambre d'agriculture du Pays de la Loire. Pour faire vite, parce que j'ai un peu de retard, mais il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de recherche sur les systèmes agroforestiers en système d'élevage, notamment les effets des arbres sur les stress thermiques, sur la production herbacée, on a vu, et la gestion d'enherbement des parcours. Il y a aussi une question sur l'importance des prairies l'hiver via l'introduction d'arbres dans le cas de pâturage hivernal, qui a été très peu abordé peut-être, ou en tout cas, moi, j'en ai pas trop connaissance. L'effet sur la charge parasitaire aussi, sur les performances animales et la qualité des produits, donc sur la valorisation des arbres en production fourragère, je viens de vous en parler, des principales questions. Mais il y a d'autres valorisations qui sont possibles aussi, qui ont été un peu abordées dans Arbel, notamment tout ce qui va être copeaux pour l'utilisation des litières, en litière, etc. Mais c'est à continuer. Et tout ça, l'idée, c'est d'en tirer des références qui puissent nous permettre de raisonner aussi à l'échelle des systèmes d'exploitation et voir, quand on veut aménager un système d'élevage en agroforesterie, la complémentarité des aménagements qu'on peut imaginer et des surfaces aussi. Et voilà, l'enjeu, c'est de conduire un peu ces recherches dans la diversité des situations qui peuvent exister aujourd'hui. Et donc, voilà, il y a encore beaucoup de travail. Là, je vous ai mis quelques liens web pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Ce n'est pas très exhaustif, mais ça vous permettra d'en savoir un peu plus. Voilà. Merci beaucoup Camille. Et non, tu étais parfaitement dans les temps et c'était très intéressant. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon qui nous permet aussi d'aborder d'autres types d'élevage, puisqu'on a aussi parlé porc et volaille. Et donc pour terminer cette partie de présentation, avant de passer à vos questions, je vais donc laisser la parole à Jean-Charles Visset pour la vision terrain de quelqu'un d'une chambre d'agriculture. Jean-Charles, c'est à toi. Bonjour à tous. Je vais attendre que Camille enlève son diaporama. Voilà. Donc, bonjour à tous, je suis Jean-Charles Visset. Je suis conseiller agroforestier en chambre d'agriculture en Pays de la Loire. J'interviens en Pays de la Loire principalement, mais aussi ailleurs, et je suis formateur de conseillers, principalement dans le réseau chambre d'agriculture, et j'interviens beaucoup auprès de groupements de producteurs. Je me suis spécialisé plus sur l'expertise de parcours volaille grâce à Philippe Guillet, qui est aujourd'hui en retraite, mais qu'on essaye de remplacer. Et également sur le padockage agroforestier avec des paddocks en pâturage tournant dynamique. Et j'attaque depuis ce matin ma 20e saison de livraison et donc de plantation. J'interviens auprès des agriculteurs forcément, auprès des collectivités, des sociétés, des associations. Petite précision, les photos que vous voyez, les deux photos là, ce ne sont pas des montages photos. On a vraiment fait ça, on l'a vraiment fait pour calculer justement, quantifier l'avantage des arbres. On l'a fait avec des parasols, c'était plus simple pour les comparer. Oui, Jean-Charles. Oui, mais je ne parviens pas à passer ma diapo suivante. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est bon. OK. Les éleveuses et éleveurs savent bien que les arbres sont bénéfiques à leurs animaux. Ça, ils le savent. À part des élevages qu'on choisit ou qu'on subit des systèmes zéro pâturage, issus de choix techniques ou contextuels, l'arbre a toujours fait partie, véritablement, était un partenaire de l'élevage. D'ailleurs, on dit élevage, pâturage, bocage. C'est trois mots qui vont bien ensemble et qui fonctionnent bien. Ce qui a changé ces 20 dernières années, c'est la prise en compte du changement climatique, du bien-être animal, de l'image de la production, de l'élevage, par la société, mais également par les éleveurs. Ça a beaucoup changé, beaucoup évolué en 20 ans. L'identité paysagère aussi, le besoin d'arbres autour de soi. Dans le Grand Ouest, on l'entend souvent. Le besoin de l'effet brise-vent, de la haie ont toujours été recherchés et l'envie d'arbres pour les éleveurs et les éleveuses est toujours là. Ça, c'est un conditionnel et je dirais qu'aujourd'hui, il fait très froid. On a des printemps de plus en plus problématiques avec des vents nord-est dans le nord-ouest. Donc, la nécessité de tout cela est bien compris par les éleveurs.
La biodiversité, c'est aujourd'hui cité. Il y a quelques années, elle était, on va dire, évoquée quelquefois. Là, véritablement, les éleveuses et les éleveurs parlent de biodiversité, de la place de l'arbre pour les aider pour les auxiliaires des cultures. C'est de plus en plus fréquent. Et puis enfin, le stockage carbone arrive vraiment en préoccupation, en dernière préoccupation. Enfin, je veux dire par là que c'est une question qui se pose de plus en plus, vraiment de plus en plus. Alors, techniquement, en fait, les convaincus plantent, c'est-à-dire que ceux qui sont convaincus de la nécessité qu'on grandit avec des arbres, ceux-là plantent. C'est avec eux qu'on a beaucoup travaillé ces 20 dernières années. C'est ceux qui nous ont contactés pour monter les projets. Et puis avec quelques curieux qui voulaient tester des choses un peu nouvelles. Mais aujourd'hui, pour convaincre véritablement les non convaincus, il faut des chiffres, il faut une incidence BE, des preuves techniques, économiques. Il faut démontrer que l'arbre est une nécessité dans les systèmes d'élevage. Aussi, on regarde des trésoreries en élevage actuellement. Il faut absolument les accompagner financièrement. Ça, c'est primordial. Les aides publiques et les aides privées sont nécessaires, véritablement. Pour beaucoup, elles incitent à sauter le pas de s'engager dans un système de plantation de haies bocagères ou d'agroforesterie intraparcellaire. Ça fait partie pas des motivations premières, mais c'est véritablement l'élément déclencheur auprès des éleveuses et des éleveurs. Convaincre aujourd'hui, ça implique le fait qu'un conseiller agroforestier doit comprendre et connaître les pratiques d'élevage et les rotations culturelles. Pas que l'arbre, véritablement pas que l'arbre, pas que les questions environnementales. Il faut que le conseil soit vraiment corrélé aux techniques et aux pratiques des éleveuses et des éleveurs. Cela implique une grande maîtrise des systèmes et des pratiques agricoles pour les conseillères, pour les conseillers, véritablement. C'est ainsi qu'on peut répondre au mieux à leurs différents souhaits, véritablement. C'est là qu'on corrèle au mieux. Cela peut faire sourire, et ça me fait sourire, vous le voyez bien, mais avoir conduit un tracteur, du matériel agricole, est intégré, je dirais, au monde de l'élevage, à son milieu, ça aide énormément, ça aide beaucoup, je peux vous le garantir. La double compétence, donc arbre et agriculture, est incontournable pour ne pas trop se tromper. Faire des implantations et des gestions de ces arbres qui soient le mieux possible pour les systèmes d'élevage. Alors, les éleveurs aussi changent et vont encore de plus en plus changer. Nous, aujourd'hui, une personne sur deux qui est en parcours d'installation, par exemple, en Loire-Atlantique, n'est pas issue du milieu agricole. Elles arrivent avec souvent beaucoup plus de technicité, beaucoup d'astuces, beaucoup de souhaits, quelquefois beaucoup moins d'expérience agricole. Donc, il faut être là pour les accompagner et les guider au mieux. Ils sont de plus en plus demandeurs de formation, d'information. Pour la formation, encore, faut-il qu'ils aient temps, parce qu'ils sont très, très occupés sur les exploitations agricoles. Mais c'est en tout cas des points que nous relève. Très sincèrement, c'est de plus en plus fréquent. Donc, beaucoup d'astuces, beaucoup de demandes. Ce dont les conseillers et les éleveurs sont aujourd'hui persuadés, c'est qu'il faut absolument optimiser le bien-être animal. Donc, optimiser le bien-être animal, c'est optimiser les performances techniques et économiques aussi des exploitations. On l'a prouvé lors du CASDAR Parcours Volaille et c'est indiqué dans le CASDAR Bouquet. Il faut être pointu, astucieux, savoir se projeter face au changement climatique. On n'a pas toutes les réponses, forcément, on teste quelque chose. Ce qui est certain, c'est que ce soit les conseillers ou les éleveuses et les éleveurs se rendent bien compte que ça ne pourra pas se faire sans l'arbre en élevage. Ça, c'est une garantie sur laquelle tout le monde est d'accord. L'atténuation des changements climatiques par le bocage, grâce à l'effet brise-vent qui limite l'évapotranspiration, la tempérisation climatique de l'arbre, véritablement qui existe, qui est présente, peut aider à accompagner ce changement climatique. Les éleveurs français, européens, comme d'autres, vont devoir s'adapter. C'est certain, ils le savent. Et puis, la petite anecdote, on n'est pas vraiment une, mais dans le grand nord-ouest,
Je ne connais pas une exploitation qui ne soit pas à la recherche de 10-20 hectares pour sécuriser son système fourrager. Donc, on peut se poser un certain nombre de questions, les questions que se posent justement ces éleveurs, ces éleveuses. Enfin, je ne suis pas un très grand globetrotter, hein. Ceux qui me connaissent le savent bien, mais j'ai quelques contacts en Australie, en Espagne, au Canada. Et justement, pour ce webinaire, je leur ai posé quelques questions, puisqu'on essaye d'élargir un petit peu aussi, il n'y a pas que la France métropolitaine, en leur demandant ce qui les questionnait, ce qui leur pose leurs plus grandes attentes. Vous voyez, c'est se poser des questions jusqu'à quel point vont-ils pouvoir s'adapter? Est-ce que la recherche va être là pour apporter des solutions? Est-ce que les habitudes des consommateurs vont changer aussi? Et puis, clairement, certains me disent, est-ce que demain, après-demain, est-ce que ce sera encore possible d'être éleveur? Donc, vous voyez, les questions sont multiples et sont posées, sont un peu les mêmes, quel que soit le pays où l'on se trouve, à mon sens. Merci beaucoup, notamment pour cette ouverture, parce que c'est vrai qu'on est souvent très franco-français, mais ces questions-là, et notamment le changement climatique, malheureusement, ne concernent pas que nous. Donc du coup, là, il nous reste une bonne vingtaine de minutes, même 25 minutes donc pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à partager ou à poser encore des questions sur la partie QR. Donc je vais commencer par relayer les premières qui nous sont arrivées. Alors notamment, je vais commencer parce qu'il y a une personne qui nous a notifié l'existence d'un projet qui s'appelle Climagraph 2. Et Camille, il me semblait que tu souhaitais réagir ou répondre ou nous préciser peut-être ce qu'était ce projet. Donc peut-être commencer par là. Ouais. Oui, du coup, merci pour la question. Parce qu'effectivement, moi, je suis passée très vite avec l'obsession de tenir 10 minutes. Alors, du coup, je n'ai pas pu être très, très exhaustive. J'ai mentionné notamment le projet RAM, donc, avec tout plein de partenaires là, sur du coup, l'agroforesterie à vocation fourragère. Et c'est un programme qui se fait très en lien avec le projet Climagraph, effectivement, 2, qui est porté par le CIRPO et dans lequel aussi Mission et Auvergne est impliquée. Alors, je ne sais plus s'ils sont coporteurs, mais voilà, avec l'INRAT et peut-être d'autres, je ne sais pas tous les partenaires qu'il y a. Mais en tout cas, c'est dans Climagraph 1, ils ont beaucoup travaillé effectivement sur l'utilisation de copeaux issus d'arbres comme litière. Donc, il y a pas mal de références. C'est aussi un sujet, comme je suis passée vite, qui a été étudié dans le cadre du CASDAR Arbel. Donc, notamment, c'est Jean-Christophe Moreau avec Sylvie Monnier de Mission E qui ont fait pas mal de fiches aussi sur le sujet. Et je pense que c'est en partie peut-être disponible sur la bibliothèque, sur la base de ressources du RMT, ou en tout cas sur les sites des principaux partenaires. Et donc maintenant, Climagraph, effectivement, s'est transformé en Climagraph 2, où il y a une grosse partie sur l'arbre fourrager. Et ce que je voulais compléter, c'est qu'il y a Climagraph 2 qui se focalise effectivement sur cette thématique-là, en lien avec RAM en partie, et on fait aussi le lien avec le projet Apache, qui lui est porté par l'IDEL, sur la ferme du Pradel, donc qui fait aussi partie des sites pilotes du projet RAM. Et du coup, Apache, lui, c'est un projet qui est également financé par les fonds massifs, comme Climagraph 2, et qui vise à étudier du coup l'intérêt de la ressource arborée pour les chèvres, principalement. Voilà, donc j'avais oublié de les mentionner, mais effectivement, Climagraph 2 et Apache et RAM, qui sont 3 projets là, qui se lancent en même temps et qui vont travailler sur l'arbre fourrager. Donc à suivre. Merci Camille. Je note que vous êtes très imaginatif pour les acronymes parce que quand on te suit, voilà, je tiens à le souligner. Alors ensuite, on a eu une série de questions. Alors des gens qui sont préoccupés par les animaux, hein, c'est quand même le sujet de l'élevage, avec 3 questions. Du coup, je vais les relayer ensemble hein, pour avoir un peu un paquet autour de cette thématique. Alors 2 questions qui sont très proches, à savoir est-ce que vous avez fait, qu'avez-vous fait comme observation sur les effets sur la santé des vaches, et est-ce que vous avez regardé l'impact aussi, notamment sur le parasitisme interne et externe des animaux? Et ensuite, on avait une question qui était sur en fait, l'intoxication. Et est-ce que vous avez étudié ou des données sur l'intoxication potentielle de certaines essences d'arbres pour les herbivores? Donc, je ne sais pas, peut-être Olivier ou Delphine aussi, n'hésitez pas à intervenir, mais peut-être cette question, je ne sais pas qui c'est qui peut répondre sur ces 2 questions-là. Voilà, l'observation volet santé animale, notamment parasitisme, et éventuellement intoxication avec les essences d'arbres. Sur les vaches, je ne sais pas, j'avoue.
je ne sais plus ce que c'était le début de la question, mais sur le parasitisme, en tout cas, sur les vaches, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas retour de. Enfin, j'ai pas mené de recherche avec nos partenaires, parce que ce sont surtout eux les experts, mais sur les animaux. Je sais juste que dans le cadre de Parasol, l'INRAT avait fait des suivis de charges parasitaires des ovins, enfin des brebis, qui pâturaient ou des parcelles agroforestières ou des parcelles témoins, sans voir vraiment de différence, voilà, en termes de charges parasitaires sur leurs animaux. Voilà, de parasitisme, pardon. Et du coup, je ne sais pas si ça répond à toute la question. Et après, c'est vraiment un sujet de recherche. Je n'ai pas connaissance de beaucoup de recherches qui ont été menées sur la thématique, donc c'est pour ça que je l'avais mis aussi en ouverture à la fin. Mais peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent davantage. Je ne sais plus. Rappelle-moi les autres questions. Après, c'était sur l'intoxication potentielle des animaux avec certaines essences. Ah oui, bah oui, c'est possible qu'il y ait. Enfin, je sais pas, Jean-Charles, toi qui accompagnes plus peut-être les agriculteurs, tu saurais mieux répondre, ou s'il y avait mes collègues conseillers, ils sauraient mieux que moi, parce qu'ils connaissent mieux les essences que moi, j'ai envie de dire. Effectivement, il peut y avoir des essences qui peuvent être peut-être plus déconseillées que d'autres, mais encore chez les ruminants, ouais, je sais pas, j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. Je sais pas, Jean-Charles, peut-être que tu peux plus répondre. Il y a des essences, en effet, comme l'IF. On va essayer aussi en abord de évocagère. Quelquefois, on peut rencontrer de la digitale. Il y a véritablement des essences. Je pense surtout à des abus, en fait. Lorsque les animaux sont mis sur des paddocks où, par exemple, il y a des fortes glandées et que les animaux sont assez peu nombreux, ou ont un paddock assez restreint et ont à profusion des glands, là, on risque en effet, on va dire, suralimentation au gland et une problématique, mais des essences bocagères, celles qui sont mises dans les systèmes, dans les schémas de plantation, pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'intoxication à ma connaissance. Après, je ne travaille pas à l'IDEL, je ne suis pas spécialiste de la question, mais ce qui est planté dans les bocagères, il n'y a pas de problème d'intoxication. Et du coup, peut-être Jean-Charles, votre avis sur les questions de parasitisme et de bien-être animal en fait, et de santé animale. Qu'est-ce que ça Moi, j'ai quelques essences bocagères, pas vraiment, mais j'ai des témoignages d'éleveurs qui me disent que lorsqu'elles ont de l'ortie, ils n'hésitent pas à la faucher, à en faire entre guillemets du foin d'ortie, et qu'en termes de parasitisme, pour les animaux, pour les bovins, ça règle un certain nombre de problèmes, mais ce ne sont que des témoignages. Je n'ai pas aujourd'hui de liste et de chiffres, malheureusement, à divulguer, quoi. Merci. Alors après, il y avait une question qui était du coup du côté arbre, à savoir est-ce que donc on sait que les arbres souffrent aussi de stress hydrique en période de sécheresse, et donc quid de leur renouvellement et de leur pérennité, et notamment après avoir été broutés par les animaux, sachant que c'est un peu la double peine entre d'un côté je souffre du stress hydrique et je souffre en plus du pâturage. Peut-être cette fois, Jean-Charles, commencer par ce que tu observes, et puis Camille pourra réagir éventuellement. Ce qu'on observe, c'est que, je vous dis, il y a 20 ans, nous, en Nord-Loire-Atlantique, Pays de la Loire, on plantait en haie bocagère du hêtre. Sincèrement, on plantait sans aucun problème de reprise du chêne pédonculé. Il y a maintenant quelques années que l'on n'en met plus, parce qu'on s'aperçoit que les coups de chaud, les extrêmes climatiques de l'été leur sont fatales. Donc, le hêtre, maintenant, quand j'ai la chance d'aller en Nord-Côte d'Armor, j'en vois toujours dans les bocagères. Ils se multiplient. C'est plus le cas véritablement en Loire-Atlantique, malheureusement. Et on a cet effet-là de jeunes végétaux, que ce soit on va dire en plan motte ou en racine nue, qui ne passent pas le premier ou deuxième été en chêne pédonculé, par exemple. Donc, ça nous oblige à véritablement à réfléchir. Après, la question, c'est est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on introduit des choses complètement différentes? On travaille, nous, avec l'ONF, avec différents partenaires pour essayer de faire en sorte d'accompagner. Mais je pense que le changement climatique, ça évolue si vite que on mise sur des essences locales en espérant les renouveler, les rajeunir, les abattre, de manière à ce que les jeunes végétaux, souvent que les jeunes végétaux, les jeunes repousses, vont mieux supporter que les vieux arbres ou que les vieilles souches en CP, quoi. Mais je pense que ça va
ça risque d'aller tellement vite qu'on se pose beaucoup de questions sur l'adaptation des différentes essences locales chez nous. Camille, tu veux compléter, peut-être? Oui, je veux bien compléter. Effectivement, il faut choisir les bonnes essences. Après, nous, dans le cadre des projets là, sur l'arbre fourrager que j'ai mentionné, les différents, je pense, ce qui va être intéressant, ça va être de voir justement le comportement des arbres aussi face au rythme de prélèvement qu'on va leur imposer en quelque sorte. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de recul sur la question malgré tout. Enfin, c'est une pratique assez traditionnelle, donc on a quelques exemples d'émondage de frênes ou de mûriers, etc. Mais dans les aménagements un peu innovants qu'on peut imaginer, on peut aussi imaginer différents rythmes de prélèvement, pourquoi pas 2 fois par an ou autre, directement par les animaux ou pas, avec des arbres conduits de différentes manières. Enfin bref, tout ça fait que en fait, on va voir du coup comment se comportent les arbres par rapport au régime un peu qu'on leur inflige en termes de prélèvement, ou par les animaux directement, ou par mécanisation, ou par récolte manuelle. Mais tout ça, c'est des sujets de recherche encore sur lesquels on va se pencher. Voilà, c'était pour compléter ce que disait Jean-Charles. Merci à vous deux. Alors après, il y avait une question. Alors on sait que un peu quand on parle de réchauffement climatique de changement climatique et d'élevage, forcément arrive la question du méthane. Et donc il y avait une question qui était de savoir est-ce que les ressources agroforestières sont plus ou moins méthanogènes que l'alimentation traditionnelle herbagère? Est-ce que vous avez soit des résultats de recherche là-dessus, soit simplement des observations, ou est-ce que c'est une question que finalement vous ne vous posez pas ou peu? Je ne sais pas qui de vous deux veut commencer peut-être sur cette question. Moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne saurais pas. Et est-ce que c'est des choses, des questions que vous vous posez, en fait, qu'il y a des sujets de recherche ou des projets là-dessus ou... Non, moi, je n'ai pas connaissance. Après, il faudrait peut-être demander je ne sais pas si à Lusignan, là, j'ai vu qu'il y avait peut-être Geoffrey qui était qui a répondu à une question notamment. Peut-être qu'à Lusignan, c'est des questions sur lesquelles il travaille, mais moi, je n'ai pas connaissance en fait, de ce sujet et j'avoue, je ne saurais pas répondre ni qui y travaille, ni répondre à la question. Donc là, je ne saurais pas dire. Je peux juste relayer les propos de mes collègues qui travaillent sur la méthanisation. Pour eux, faire méthaniser du bois, c'est assez compliqué. En tout cas, l'arbre en entier, apparemment, ce serait réalisable sur le très jeune pouce, mais sur le bois en tant que tel, c'est du carbone et ça méthanise assez mal. Voilà. C'est le retour de mes collègues. Je ne suis pas conseiller en méthanisation. Alors, dans le chat, ça bouge un petit peu et je voulais dire que Mathilde nous dit qu'une étude suisse a prouvé que la consommation de certaines essences réduisait le méthane entérique, de certaines essences forestières. Et certaines essences, est-ce qu'il y a des références là-dessus peut-être ou des noms d'essences ou compléter un peu le propos? Eh bien, Mathilde, allez-y, vous pouvez compléter. Dans le chat. Du coup, je vais peut-être, en attendant que ça se... Donc, c'est très bien s'il y a des échanges dans la partie discussion. C'est fait. Merci beaucoup, Mathilde. Du coup, je vais me permettre de laisser cette discussion ouverte dans la partie discussion et de relayer peut-être d'autres questions qui nous sont arrivées. Alors, il y avait, là, c'est plutôt directement à Jean-Charles. Tu nous avais évoqué l'intérêt et l'importance en termes économiques que donc les exploitants s'y retrouvent d'un point de vue économique. Et donc, il y avait une question pour savoir si les aides publiques ou privées qui peut déclencher la décision de planter des arbres, c'est souvent aussi un des moteurs. Est-ce que la rentabilité est là aussi en dehors de ces aides? La rentabilité, on va l'avoir lorsque, par exemple, on va abattre de la haie bocagère, faire du bois bûche. Enfin, le prix du bois bûche sur le bord du périphérique nantais n'est pas du tout le même, ça je le sais bien, que dans le fin fond de la Nièvre, pardon pour la Nièvre. Donc la rentabilité se compte aussi et se joue sur le prix de vente, forcément. Et il est rentable aujourd'hui en Loire-Atlantique de faire du bois bûche issu de haie bocagère, véritablement, en cession interne d'exploitation. C'est-à-dire que si vous faites intervenir des prestataires extérieurs, c'est déjà beaucoup moins intéressant, beaucoup moins. Après, moi j'insiste très fréquemment et lourdement auprès de mes éleveurs qui ont des stabulations en litière accumulée. Le bois déchiqueté, la plaquette, c'est véritablement une très très bonne solution pour éviter d'acheter de la paille. On sait aujourd'hui que dès que la paille arrive à 75 €,
la tonne livrée, vaut mieux consommer, abattre des haies sur son exploitation, déchiqueter le bois et le mettre sous les pattes des animaux. Ça, notre collègue Tienne Bourgil l'a bien étudié, elle l'a bien valorisé, ce type de recherche. Disons qu'il y a aussi un gain de temps lorsque l'on met du bois déchiqueté, on passe moins de temps à pailler les animaux. Donc tout ça, c'est du gain de temps. Visuellement, après, moi j'ai des éleveurs qui m'ont dit c'est un peu différent. La paille, c'est jaune. Lorsqu'on rentre dans le bâtiment en plein hiver, ça fait chaleureux. Le bois, on a l'impression que les animaux sont plus sales, alors que ce n'est pas du tout le cas. Les animaux sont plus propres sur le tiers-bois que sur les tiers-paille. Donc oui, il y a de la valorisation. Et puis je pense que demain, il y aura d'autres valorisations. J'ai un peu développé, je n'ai pas développé sur le carbone, mais je pense que demain, les agriculteurs qui plantent des arbres, ou ceux qui plantent des arbres aujourd'hui, il y a la ressource bois, forcément. Je pense que par le biais des plans de gestion durable de Evocagère, il y aura probablement aussi une rémunération sur la captation carbone pour les exploitations qui en captent plus qu'elles n'en émettent. Et puis, je pense aussi pour la biodiversité. Je pense que les arbres qui sont plantés aujourd'hui seront, à mon sens, payés pour autre chose encore que ce que l'on voit aujourd'hui et qui sont les marchés classiques. Merci Jean-Charles. Alors ensuite, j'ai relevé une question qui vient de nous arriver, toujours dans ce souci. Alors cette fois-ci, ce n'est pas de savoir s'il y a des essences qui sont potentiellement toxiques ou pas, mais c'est quelqu'un qui s'inquiète des épines. À savoir, est-ce que les épineux comme le prunelier et l'aubépine qui sont fréquents dans les haies bocagères occasionnent des blessures à la bouche des animaux? Et donc, il y a notamment, cette personne nous transmet le cas d'un éleveur qui les élimine systématiquement. Donc, pareil, un peu la double question. Est-ce que Jean-Charles, qu'est-ce que vous observez? Et puis peut-être, je ne sais pas Camille, si c'est des genres de questions que vous avez dans vos essais, ou en tout cas qui peuvent guider certains choix de dispositifs expérimentaux. Camille? Non. Bien souvent, les animaux savent très bien ce qu'ils font. Lorsqu'on a de l'aubépine, du prunelier, de l'églantier, du poirier sauvage autour de haies bocagères, les animaux mangent souvent les jeunes rameaux, un peu l'écorce, mais ils savent s'arrêter. Moi, je n'ai pas, à ma connaissance, d'éleveurs qui avaient relevé des grosses problématiques de blessures ou autres sur les animaux parce qu'ils consommaient des épines. C'est peut-être plus des animaux qui essayaient de sortir d'un champ. C'est encore différent, parce qu'en effet, du poirier sauvage, avec la longueur des aiguilles, des épines, on peut se dire que là, ça peut blesser les animaux, vraiment. Mais sur la consommation, moi, je n'ai pas de retour d'éleveurs qui me disent que les animaux se sont blessés véritablement parce qu'ils avaient consommé des épineux qui se retrouvent dans la haie bocagère. Alors là, il y a une question qui vient de nous arriver et qui peut-être s'adresse un peu plus à Camille, puisque je sais que notamment il y avait eu des projets sur, alors c'était de l'agroforesterie maraîchère, donc je ne sais pas si c'est tout à fait en lien avec la question, mais la question est de savoir si la litière bois, une fois utilisée sous les animaux, peut servir de BRF sur les cultures maraîchères. Donc là, on est plutôt un peu dans l'économie circulaire, si on peut dire. Est-ce que c'est des choses que, du coup, je ne sais pas Camille, si ça te parle ou pas du tout, cette question, si éventuellement tu aurais des choses à ajouter ou des essais qui auraient été menés dans ce sens? Après avoir servi de litière? Ouais. Ça ne me dit rien. Ça ne court pas les rues déjà que ça serve de litière. Et après, que ce soit en plus utilisé sur des potagers. Peut-être sans passer par l'étape litière, est-ce que la valorisation en BRF des... Ah bah ça se fait assez couramment en maraîchage, effectivement. Enfin, en maraîchage ou d'autres, mais en maraîchage, effectivement, on peut utiliser les copeaux de bois comme BRF pour pailler les planches de maraîchage. Effectivement, après, il faut trouver le bon équilibre parce que c'est une ressource qui est très ligneuse, riche en carbone, et donc qui peut parfois provoquer des fins d'azote. Enfin, on a pu l'observer parfois chez des maraîchers. Après le passage en litière, ça doit changer la donne, j'imagine. Mais je ne peux pas dire, je n'ai jamais eu d'expérience. Ça peut être intéressant de voir, effectivement, par contre. Ça peut être quelque chose d'assez riche. Je ne sais pas si des éleveurs l'ont déjà fait ou... Bon, voilà, je n'ai pas de référence là-dessus.
Ben, ça sera à creuser, cette idée-là. Alors, après, j'essaie de répondre à un maximum de questions dans le temps imparti. Alors, il y avait une question donc, c'était plutôt sur le témoignage de Jean-Charles, mais peut-être aussi, Camille, tu auras des choses à préciser. C'est de savoir pourquoi est-ce que vous favorisez la plantation d'alignement d'arbres et pas la plantation de haies bocagères. Est-ce que vous faites une différence entre ces deux types d'agroforesterie? Est-ce qu'il y en aurait une qui aurait un intérêt plus par rapport aux animaux, par rapport au réchauffement climatique ou pas particulièrement? Euh, Vas-y, Moi, Camille, vas-y. Vas-y, ouais. Camille. Je ne dirais pas qu'on favorise quelque chose plus qu'un autre, hein. Moi, j'ai présenté des résultats avec des arbres intraparcellaires parce qu'en fait, on voulait des interactions à l'œuvre en intraparcellaire parce qu'on n'avait pas beaucoup de références et il se trouvait que les plus parcelles, c'était avec des arbres forestiers implantés sur des prairies permanentes de plus de 20 ans. Et donc, on s'est dit, voilà, ça fait des sites pilotes. Mais la haie bocagère, l'intraparcellaire sous toutes ses formes, que ce soit du fruitier, du auger, des tables, des linéaires, des tables fourragères directement pâturées ou des têtards plus ou moins hauts, plus ou moins bas ou des CP. Ça peut prendre des formes très, très diverses et du coup, tout est intéressant à étudier. Il n'y a pas de. Enfin, si la question c'est si on favorisait un système plus qu'un autre, dans l'idée, pas spécialement. Enfin, voilà. Disons que les projets ils se conçoivent, avec les éleveurs, c'est principalement on regarde leur objectif déjà. Et du coup, si l'objectif c'est d'avoir de l'ombre au sein des parcelles, de favoriser aussi, d'avoir un impact sur la production fourragère herbacée assez homogène, etc., ou de décaler la prairie phénologiquement, voilà, ou si l'objectif c'est de principalement briser un vent qui peut être particulièrement embêtant pour les animaux, un vent froid ou quoi, du coup on va privilégier la haie ou une succession de haies. Enfin, tout ça, c'est très variable en fonction surtout des objectifs de l'éleveur, de ce qu'il est possible de faire chez lui. Mais il n'y a pas de. Enfin, c'est Jean-Charles qui fait du conseil plus que moi. Moi, je ne suis pas trop là-dedans. Mais je pense que ça s'adapte vraiment à ce que chaque éleveur veut faire. Enfin. Jean-Charles, est-ce que vous voulez réagir aussi à cette question-là? Je partage complètement ce que vient de dire Camille, c'est-à-dire que on ne met pas en avant l'agroforesterie intraparcellaire plus que l'agroforesterie bocagère. Pour vous rassurer, je peux vous citer quelques chiffres. Nous, sur le département de la Loire-Atlantique, il va être planté un peu plus de 30 km de haies bocagères par le biais de notre programme et environ 100 hectares d'agroforesterie intraparcellaire. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'arbres en haies bocagères qui sont plantés qu'en intraparcellaire. Je pense que c'est la combinaison des deux, c'est-à-dire qu'en fonction de l'objectif, en fonction du parcellaire, on n'a pas les mêmes demandes. Je pense également que dans certaines exploitations, ce sera compliqué de rentrer qu'avec la haie bocagère. C'est-à-dire que les systèmes intraparcellaires peuvent faire moins peur à certains agriculteurs, agricultrices, répondent pas exactement aux mêmes enjeux en termes d'ombrage, en termes de rôle brise-vent, en termes de circulation d'air. Moi, je pense que quand un agriculteur a une parcelle de 40 hectares, lui dire oui, on va solutionner, on va faire de la haie bocagère tous les 40 mètres pour répondre à des problématiques, mettons, de protection de cours d'eau ou autre, je pense que c'est plus facile, dans un cas comme celui-ci, de faire de l'agroforesterie intraparcellaire dans un premier temps, combiné avec de la haie bocagère. Mais un grand îlot, pour les éleveuses et les éleveurs, le rediviser, c'est plus facile pour eux aujourd'hui en termes d'entretien, en termes de temps, en termes de démarche aussi. Je dirais dans ma tête, clairement, c'est plus facile de faire de l'intraparcellaire. Mais la combinaison des deux, c'est la base de notre conseil, très clairement. C'est la base de notre conseil. Alors, merci Jean-Charles. Je vois qu'il nous reste 2 minutes, donc je m'excuse par avance auprès de tous les gens qui on ne pourra pas répondre dans le temps imparti aux questions. Je finirai par des questions, alors j'allais dire rapide, mais celle-là, à mon avis, ne l'est pas, mais elle me semble majeure. Où trouver des chiffres pour convaincre les éleveurs pour monter un système agroforestier? Puisque Jean-Charles, tu as dit que c'était un point clé. Donc, est-ce que vous avez un peu des conseils ou des ressources à indiquer aux personnes qui suivent le séminaire? Je pense que déjà, dans les diaporamas qui ont été projetés à ce webinaire, vous avez déjà des réponses. Il y aura toujours des cas particuliers, c'est certain. Le mieux, c'est, comme je vous le disais, de connaître les systèmes, se mettre à la place des éleveuses et des éleveurs, comprendre leur système, répondre à leurs préoccupations, aller, je dirais, presque être en avance par rapport à leurs questions.
et leur dire ce sera mieux, ce ne sera pas pire de toute façon. Et imaginez sans arbres, ça sera plus compliqué demain qu'avec des arbres. Voilà, à mon sens. Camille, le dernier mot sur cette question, et puis je pense qu'on va devoir arrêter là. Oui, c'est difficile de trouver des chiffres pour rassurer qui que ce soit. Enfin, de mon point de vue, il y a beaucoup de projets qui sont singuliers. Là, j'ai présenté quelques références. Je pense que ça vaut le coup de creuser parce que du coup, il y a quand même quelques données qui existent aujourd'hui sur le bien-être, sur la ressource fourragère et la valeur que ça peut avoir, etc. Donc, il y a quand même pas mal de sites qui peuvent présenter ces résultats. Le RNT recense quand même pas mal aussi de supports qui peuvent nourrir des réflexions ou en tout cas permettre d'informer les éleveurs ou de les former ou autres. Donc, je vous invite à fouiller dans la base documentaire du RNT ou sur les sites internet que j'ai mis à la fin de mon diapo, mais il y en a d'autres. Et voilà, après, il n'y a pas de chiffres absolus, quoi. L'idée, c'est de réfléchir à tout ça. Voilà. Merci à tous. Je suppose, Philippe, je vais te laisser terminer. Oui. En tout cas, merci pour vos questions qui étaient très riches et très intéressantes. Et Philippe, je te laisse conclure Oui, merci à tous. Et c'est tout juste pour vous dire que la semaine prochaine, on reparlera de santé globale, puisque c'est alternativement changement climatique et santé globale. Et la semaine prochaine, nous parlerons des plateformes de surveillance pour la protection des végétaux. Donc, bonne semaine à tous et vous pouvez retrouver ce webinaire dans une vidéo. Je vous ai mis le lien dans le chat. Vous l'avez, j'espère, récupéré. Au revoir, bonne semaine. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.